Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Guillaume Néron, associé responsable des services en cybersécurité pour les infrastructures critiques pour KPMG au Québec. C'est un réel plaisir de vous voir ici en aussi grand nombre pour cette conférence sur un sujet qui est très important pour les municipalités, soit la cybersécurité des infrastructures critiques. Dans un contexte où les cyberattaques évoluent rapidement et où leurs impacts physiques se multiplient, il est essentiel de mieux comprendre les risques, les tendances et surtout les solutions concrètes pour protéger nos environnements opérationnels. Pour enrichir cette discussion, nous avons réuni un panel d'experts complémentaires. Du côté de KPMG, Frédéric Jean, directeur en architecture et déploiement de solutions de cybersécurité, ainsi que Xavier Normand, directeur principal en réponse aux incidents. Du côté de Fortinet, Julien Baumier, expert en sécurité pour le secteur public, et Patrick Carbonneau, responsable des relations avec les grands partenaires. Et finalement, de WSP, Sylvain Clermont, spécialiste en numérisation et sécurité des infrastructures essentielles. Ensemble, ils vous présenteront les menaces émergentes, les défis propres aux environnements industriels et municipaux, ainsi que les approches stratégiques et technologiques pour renforcer la résilience de vos infrastructures. Sans plus tarder, j'aimerais passer le micro à Sylvain Clermont. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, je me présente. Bonjour tout le monde. Je me présente, Sylvain Clermont. Je suis consultant en numérisation et sécurité des infrastructures essentielles chez WSP. Un mot à propos de WSP. Une entreprise canadienne basée à Montréal. Le siège social est à Montréal avec des dirigeants francophones. Le PDG s'appelle Alexandre Lheureux. Donc, une grande entreprise canadienne. 13 000 employés au Canada, mais en même temps, d'être une grande firme canadienne, WSP est aussi une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, notamment en ingénierie, mais aussi en services conseils scientifiques, comme les sciences de la Terre, sciences de l'environnement. Présente partout dans le monde, hein, WSP, 75 000 employés dans environ 55 pays autour du monde. Ce qui n'empêche pas WSP d'être présent et d'avoir toujours été présente auprès des municipalités au Québec pour les assister dans la planification et l'exploitation de leurs infrastructures. Au fil du temps, WSP comme WSP conçoit et construit des infrastructures essentielles comme les services d'eau, comme les services de télécommunications, de transport en commun, d'électricité. Donc, comme WSP conçoit et construit ces installations-là, il devenait logique pour WSP de se développer une expertise en cybersécurité des technologies qui sont utilisées dans ce genre d'infrastructure-là, donc les technologies dites opérationnelles dans le monde municipal, mais mais aussi dans toutes les autres infrastructures. Puisqu'on parle de technologies opérationnelles, et de cybersécurité, donc d'équipes de cybersécurité dans les technologies opérationnelles. Quand on pense à cybersécurité, on pense beaucoup à vol de données, informations personnelles qui sont exfiltrées, systèmes qui sont indisponibles ou même des rançongiciels, là, les fameux ransomware en anglais. Mais pourtant, on constate au fil des dernières années, au cours des dernières années, on constate aussi des changements de paradigme. Donc, en plus de ce traditionnel, de ces impacts traditionnels là, de systèmes indisponibles de rançongiciels, on constate aussi une croissance importante de cyberattaques qui résultent dans des impacts physiques. Donc, utiliser des systèmes de contrôle ou de commande pour endommager, causer des dommages physiques aux installations. Et comme vous pouvez le voir, on parle de 146% de plus d'augmentation, donc de sites qui sont touchés par des impacts physiques d'une cyberattaque. On comprend donc que si en plus de rendre les systèmes indisponibles, on affecte les systèmes physiquement, donc, on peut affecter la sécurité du public, la sécurité des employés qui sont présents dans ces installations-là et bien évidemment la continuité de service et rendre les installations indisponibles pour encore un plus grand temps.
Les environnements municipaux, comme beaucoup d'autres, font, par rapport à tous ces défis là, de cybersécurité, s'ajoutent aussi d'autres défis comme un mélange de systèmes traditionnels, de différentes générations de systèmes de technologie, soit informatiques ou opérationnels, qui ne parlent pas toujours bien ensemble, travaillent pas toujours bien ensemble et qui sont à des niveaux de protection un peu différents. Évidemment, on parle aussi de ressources qui sont limitées. Hein. On ne peut pas, on n'a pas les moyens de tout faire. Et l'expertise en cybersécurité peut être plus difficile à trouver dans certaines municipalités. Et s'ajoute à ça une pression réglementaire importante. Donc, mais on sait comment diminuer le risque ou enfin faire face au risque de ces attaques en cybersécurité, même si elles sont changeantes. Hein, on sait comment diminuer ce risque-là. Alors, on peut diminuer ce risque-là en comprenant bien la nature de la menace, en s'assurant de savoir dans quel état sont nos actifs, où on en est, et d'être capable de prioriser nos interventions pour agir là où c'est le plus efficace. Alors, comprendre les menaces, hein, c'est sûr que le jour où on comprend bien à quel type de menace on doit faire face, c'est quoi la nature des attaquants, ça aide à se préparer. Alors, avoir les renseignements il y a d'autres municipalités ou il y a d'autres systèmes qui ont été attaqués de telle façon, ça nous aide à se préparer. Donc, une des composantes importantes pour faire face à nos défis. L'autre, c'est d'avoir une visibilité sur nos actifs. Donc, ce qu'on est en train de faire, savoir l'état de leur actif, savoir dans quelle version logicielle ils sont, est-ce qu'ils sont vulnérables, lesquels sont vulnérables, lesquels sont en panne, lesquels fonctionnent et qui parle à qui. Tout ça pour nous amener à bien gérer le risque et être capable de prioriser nos informations sur ce qui risque d'avoir le plus grand impact. Donc, connaître le niveau de criticité de nos actifs pour pouvoir cibler nos interventions. Évidemment, s'ajoute à ça des lois et règlements qui vont nous inciter ou nous forcer, dans certains cas, à augmenter, améliorer notre posture de cybersécurité et de sécurité en général. Donc, en plus de devoir vouloir et pouvoir se préparer à la menace, ben souvent, ces lois et règlements-là vont nous forcer, mais en même temps vont nous amener à faire des gestes qui vont de toute façon nous aider à améliorer notre posture de sécurité. Une fois qu'on a parlé de tout ça, c'est là où un partenariat comme celui entre WSP, KPMG et Fortinet peut vous permettre d'avoir accès à un ensemble complet de services, donc avoir des stratégies de cybersécurité. Hein, chez WSP, comme on l'a dit, comme on conçoit et on bâtit, bien, on peut intégrer la cybersécurité dès la conception et tout au long du cycle de vie de l'actif. Donc, du côté de l'ingénierie, de la gouvernance, des infrastructures, des feuilles de route. Le partenaire avec KPMG, par exemple, qui, lui, a des services de cybersécurité, des centres d'opération de cybersécurité, et Fortinet, qui fournit des technologies de cybersécurité. Bien, l'expertise des trois ensemble peut donner un bon complément et couvrir l'ensemble de nos enjeux de cybersécurité. Alors, la cybersécurité, les enjeux de sécurité, ça se transforme, mais on sait comment faire face à ça. Il n'y a pas de solution miracle, mais on sait comment, en travaillant ensemble, on sait comment y arriver à réduire et gérer notre risque. Alors, mes collègues qui suivent vont vous parler plus en détail et vont vous donner des détails sur d'autres aspects. J'en vous laisse donc avec Xavier Normand qui va prendre la suite. Merci. Merci Sylvain.
Xavier Normand, je me présente, directeur principal pour la pratique de réponse aux incidents pour KPMG. Je fais ce travail-là pour KPMG depuis maintenant environ 5 ans. Je co-lead la pratique de réponse aux incidents pour l'ensemble du Canada. Certains d'entre vous ont probablement vu mon visage là dans certains événements de sécurité que vous avez pu vivre là, à travers les années. KPMG, c'est quoi? C'est plus de 5000 incidents traités au cours des dernières années. Des incidents de tout type. Là. On parle de rançon-logiciel, fraude interne, de l'exfiltration de données, compromission de boîte courriel. On gère des incidents là, de toute envergure, là, que ce soit la petite entreprise jusqu'à la très grande multinationale, incluant aussi les municipalités. Au niveau de notre équipe, on a une équipe d'experts certifiés SAN. Ça fait de nous un partenaire aussi de confiance pour l'ensemble des cyberassureurs. Certaines d'entre vous, au niveau des municipalités, là, vous avez des partenariats avec des cyberassureurs. Donc, dans plusieurs des cas, KPMG fait partie des panels qui vont être en mesure de vous accompagner là, dans ces événements-là. On a une équipe d'environ une vingtaine de professionnels dédiés exclusivement à la réponse aux incidents. C'est quand même quelque chose qui est super important. Là. Notre équipe, elle est extrêmement qualifiée. Elle ne fait que de la réponse aux incidents. On est vraiment là très bien équipé pour vous accompagner dans ce genre de situation-là. Je vais prendre un peu de temps pour vous parler des cyberincidents 2024-2025. On va retourner peut-être un peu aussi dans le passé, mais je pense que de faire un petit tour sur les dernières tendances va faire quand même un bon portrait de la situation. Selon Forrester, le coût de la cybercriminalité là, mondialement là, devrait atteindre en 2025 là, 12 milliards de dollars américains. C'est pas rien, c'est énormément de sous. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que à travers ce 12 milliards-là, il n'y a pas seulement des paiements de rançon. Okay? Un cyberincident va générer énormément de pertes pour les organisations, là, que ce soit dans le secteur privé, dans le secteur public, comme les municipalités. La perte de revenus, oui, bien sûr, par le fait que les opérations sont arrêtées. Les employés ne peuvent plus travailler. Les actions post-incident qui doivent être mises en place par la suite aussi. Donc, tous ces éléments-là là, rentrent en ligne de compte lorsqu'il est question des cyberincidents. Les nouvelles réglementations, Sylvain en a parlé un peu, hein, la loi 25, c'est un élément qui est maintenant mis vraiment de l'avant au niveau des cyberincidents. Lorsqu'on fait face à ce genre de situation-là, on a des obligations légales. Par rapport à l'information qu'on détient. Ce que je peux voir souvent dans le domaine municipal, c'est que l'information est conservée pendant beaucoup trop longtemps. Donc, on peut voir des fois des employés même qui sont décédés pour lesquels les données ont été exfiltrées. Donc, de faire un peu de ménage à travers ces données-là peut être des fois très bénéfique là, quand survient un cyberincident. Donc, on le fait en amont pour éviter que on soit touché par ça. On a une dépendance maintenant qui est extrêmement croissante au niveau de tout ce qui est l'aspect technologique. Au niveau des municipalités aussi, on a beaucoup d'environnement OT. Les usines de traitement d'eau, ça en était quand même un bon exemple. Les attaquants vont mettre à profit tous ces éléments-là pour tenter de vous faire plier les genoux quand vient temps d'avoir une négociation de rançon dans le cas d'un rançon-logiciel, par exemple. Ralentissement des attaques, pas du tout. Écoutez, en 2018, on a vu une forte augmentation là au niveau des cyberattaques. Et puis, c'est un peu là que tout a décollé. Ensuite de ça, 2019-2020, c'était toujours en croissance, mais ensuite de ça, on voit quand même une baisse significative. Là, cette baisse-là, on l'attribue, nous, de notre côté, à la guerre en Ukraine. Donc, les groupes d'attaquants, on se le cachera pas, là, sont d'allégeance russe, proviennent en grande majorité de l'Europe de l'Est. Donc, se sont mis à changer leur focus vers justement cette guerre-là, ce qui a fait en sorte que les choses ont ralenti énormément. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que ensuite de ça, tout a recommencé à monter. Et puis là, les attaquants sont à nouveau remettent à profit leurs actions vers des entreprises qui sont en mesure de payer des rançons, des entreprises qui sont
de façon générale situés en Amérique du Nord et en Europe. Ce que je veux montrer aussi avec ces informations-là, là, c'est qu'il n'y a aucun secteur qui est à l'abri d'une cyberattaque. OK? Le secteur manufacturier, on se le cachera pas, c'est un secteur qui est extrêmement touché dans les cyberattaques. Pour quelles raisons? Souvent mal préparés à faire des cyberattaques, à faire face à des cyberattaques. Ils ont des environnements qui sont souvent archaïques, des chaînes de distribution, des chaînes de montage, bref, tout l'environnement outil qui est assis à même le réseau corporatif, ce qui fait en sorte que lorsqu'un attaquant rentre à l'intérieur d'un réseau comme celui-là, il va avoir pratiquement aucune difficulté à bouger et puis faire en sorte de paralyser l'opération le plus possible. Juste pour vous donner une idée un peu là, dans le contexte municipal, là, il est pas rare pour nous là, d'intervenir puis de se rendre compte que les réseaux entre plusieurs municipalités vont être connectés ensemble avec plus ou moins de restrictions d'un réseau à l'autre. Donc, un attaquant qui va rentrer dans une ville va être capable d'en affecter des fois 3, 4, 5 autres. On voit aussi donc une mauvaise segmentation réseau. On va voir aussi des municipalités vont souvent faire affaire avec des sous-traitants. Des sous-traitants qui, eux, doivent parfois faire des actions ponctuelles sur certains systèmes. J'ai même vu dans certains cas là, des usines de traitement d'eau pour lesquelles un attaquant était capable de se connecter sur un environnement TeamViewer, pour donner un exemple. Là. Ce qui fait en sorte que sans même compromettre quoi que ce soit, pouvait simplement compromettre un partenaire externe qui pouvait avoir accès à l'ensemble de l'usine de traitement d'eau. On se le cachera pas, hein, le virage qui a été fait aussi au niveau de la COVID, donc le télétravail, c'est quelque chose qui avait été fait extrêmement rapidement. Les entreprises ont dû user de stratégies pour mettre ça en place de façon extrêmement rapide. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour lesquelles ça n'a pas été revisité depuis plusieurs années, pour lesquelles des failles de sécurité sont toujours présentes, pour lesquelles une attention très, très particulière devrait être donnée. Donc, il faut vraiment que le focus change. À partir de maintenant, les attaquants vont s'adapter. Et puis, s'il y a rien qui est fait, vous allez vous retrouver tôt ou tard là, avec un événement majeur. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'exfiltration de données fait maintenant partie intégrante des cyberattaques, que ce soit avec ou sans chiffrement. Hein, maintenant, les rançons logicielles se font aussi sans chiffrement. Un attaquant va rentrer à l'intérieur d'un réseau, va voler les données des critiques. Puis dans le cas d'une municipalité, là, on peut parler là, d'énormément de données d'employés, des fois de l'information sur les citoyens. Et puis il va tout simplement s'en aller en laissant une note à quelque part. Puis vous allez devoir répondre à cet incident-là, comme si c'était un rançon logiciel avec chiffrement. Les vecteurs d'attaque initiale les plus fréquents. Je ne cacherai pas, en 2019, on parlait beaucoup d'hameçonnage. Donc, les gens étaient vraiment à même les infrastructures, donc travaillaient sur place. Donc, la meilleure façon de rentrer à l'intérieur d'un réseau, c'était par des campagnes d'hameçonnage, puis de faire en sorte que de venir compromettre un utilisateur pour récupérer ses accès. Je l'ai mentionné tout à l'heure, la COVID a aidé grandement au niveau des vulnérabilités externes. Les pare-feux qui ont été mis en place, les services VPN, les services de messagerie, les applications web. Donc, tout ce qui est périmètre externe devient pour un attaquant une opportunité de venir pénétrer à l'intérieur du réseau d'une organisation. Les attaquants, bien souvent, avant même d'entrer à l'intérieur d'une victime, ils n'ont aucune idée à quel endroit ils s'en vont. Donc, c'est vraiment par opportunisme qu'ils vont tomber, exemple, dans le réseau d'une municipalité, et de là, se rendre compte qu'il y a du dommage à faire. Et puis, pour eux, ils sont capables de venir monétiser cet accès-là. Une chose aussi qu'on voit ou que j'ai vu à travers ces années-là aussi, lorsqu'une cyberattaque arrive dans une municipalité, il est pas rare de voir que les organisations rendent des services aussi aux pompiers, aux policiers. Et puis, lorsque nous, on vient intervenir par la suite, il y a certains de ces accès-là qui vont devenir non opérationnels. Donc, on met aussi à risque certains services essentiels au niveau des municipalités. En 2025-2026, l'ingénierie sociale, l'intelligence artificielle
on passe pas à côté. Donc, on revient à nos anciennes amours de l'hameçonnage, mais on les met encore plus évoluer à l'aide de l'intelligence artificielle. Les courriels qui sont envoyés aux utilisateurs sont de mieux en mieux faits, exempts d'erreurs. Ils sont capables aussi d'utiliser certains verbages pour faire en sorte que ce soit encore plus attractif, puis que les utilisateurs tombent encore plus dans le panneau. Donc, les objectifs des attaquants vont évoluer. La majorité des attaques, comme je l'ai dit tantôt, sont opportunistes. L'exfiltration de données vient avoir un impact sur les lois. Les réseaux industriels sont désuets, c'est important d'y porter attention. Et puis, encore une fois, là, je remets ici la liste des vecteurs d'entrée, mais c'est super important de garder un œil sur ces éléments-là, s'assurer que tout ça est à jour et puis qu'on les met pas de côté là, dans notre plan de match. Je passe la parole à mon collègue Frédéric, qui va vous parler un peu de réseautique. Merci beaucoup, Xavier. Donc, ce qui est important à savoir avec tout ce qu'on vient de voir, donc on a vu avec Sylvain là, tout ce qui était la partie gouvernance, avec Xavier, les risques qu'on s'exposait. Donc, je vais proposer là, qu'on saute tout de suite là, à la présentation. Quand vient le temps de parler des environnements outils, ce qui est important de reconnaître, c'est le modèle Purdue. Donc, le modèle Purdue est apparu dans les années 90 d'un groupe de travail de l'Université de Purdue, dont son nom. Et on est venu représenter par couche un environnement industriel. Donc, à l'origine, c'était un modèle où est-ce qu'on avait de 0 à 5. Et on peut voir que tout ce qui était la partie OT était du niveau 0 à 3, la partie IT 4 et 5. Au milieu des années 2000, la communauté, donc c'est pas nécessairement venu là, d'une mise à jour du modèle ou quoi que ce soit, c'est vraiment la communauté qui, d'un commun accord, a trouvé que finalement l'interconnexion entre l'IT et l'OT devenait de plus en plus problématique. Et on a introduit le niveau 3.5 où est-ce qu'on va venir parler d'une DMZ industrielle. Chaque niveau a ses particularités. Et c'est important, c'est là qu'on vient voir aussi la force du partenariat qu'on a avec WSP. C'est que nous, en tant que firme, les niveaux 0 à 3, on n'a aucune connaissance de qu'est-ce qui va se passer dans cet environnement-là. Donc, ça prend des connaissances spécialisées. C'est là qu'on est capable justement d'aller chercher des ressources qui vont être connaissantes dans ces couches-là. Nous, où est-ce qu'on va venir intervenir? C'est vraiment au niveau de la couche 3.5 et on est capable d'aller un petit peu plus haut aussi au besoin. Et la manière de le voir, c'est qu'on vient mettre une bulle autour de notre environnement outil. Donc, oui, il y a des technologies qui existent là, qui nous permettent d'aller voir qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans la couche 0 à 3. Par contre, souvent, des fois, c'est des technologies qui vont venir avec un certain coût. Et même si on les a, oui, on va venir voir qu'est-ce qui se passe, mais on ne sera pas nécessairement plus sécurisé. Et c'est important, là, je ne passerai pas au travers de tous les risques, mais vous pouvez voir que chaque niveau a certains risques qu'il faut adresser à ce moment-là. Et on va aussi avoir des risques dans l'environnement qui sont à adresser, qui ne sont pas nécessairement sur une couche particulière. On peut y aller, par exemple, au niveau de la sensibilisation pour les employés, mais qui vont aller interagir avec les technologies OT. On peut avoir, un peu comme Xavier l'a mentionné tout à l'heure, la chaîne d'approvisionnement, donc un partenaire externe qui maintient des équipements et qui, lui, se donne un accès à distance uniquement avec VNC, par exemple. Donc, si lui est compromis, ça vient vous compromettre vous. Donc, on peut voir là, dans cet environnement-là, il y a beaucoup de choses à penser. Puis c'est toujours important de l'avoir en tête là, pour qu'est-ce qu'on va venir faire avec notre environnement plus tard. Maintenant, qu'est-ce qui est important dans tout ça aussi, c'est d'avoir une bonne architecture pour notre environnement outil. Et comment est-ce qu'on réussit à faire ça? Ben moi, de la manière que je l'aime bien le représenter, c'est qu'on va avoir 5 piliers. Le premier va être la gouvernance. Donc, au niveau de la gouvernance, ça a l'air d'être un gros mot. Puis souvent, des fois, j'ai des clients qui ont peur de ce mot-là et qui travaillent chez KPMG. Donc, je peux vous dire que le mot gouvernance chez nous est très, il est employé chez plusieurs clients. Donc, au niveau outils, on va avoir des cadres de référence côté cybersécurité qui ont été développés spécifiquement pour les technologies outils. Donc, on va penser au IEC 62443. Il y a CIS aussi qui va en avoir un. Il y a le NIST.
Donc, chaque cadre va avoir ses particularités, puis là, dépendamment lequel là, qui est décidé là, dans un environnement, mais on va travailler avec celui-là. C'est aussi là aussi qu'il est important de venir voir nos plans de réponse aux incidents et d'avoir un plan de continuité. Donc, qu'est-ce qui se passe si justement j'ai un incident? On ne peut pas arrêter de traiter l'eau parce que soudainement, j'ai plus accès à certains systèmes. Donc, c'est important d'avoir un plan. Suite à ça, mais là, on a notre gouvernance, on sait vers quoi on veut s'en aller, qu'est-ce qu'on veut implémenter. Donc, ça va être important de venir segmenter notre réseau convenablement. Donc, premièrement, venir créer cette fameuse couche 3.5 qu'on a vue avant. Donc, ça, on va venir faire ça avec une DMZ industrielle, donc une DMZ interne. La manière de le faire, c'est que généralement, on va venir mettre un pare-feu et on va à l'interne, donc pas notre pare-feu de périphérie qui gère les accès Internet ou l'environnement TI traditionnel, mais vraiment dédié pour les parties pour l'outil. Et à partir de là, on va venir segmenter le plus possible l'intérieur de notre environnement aussi. Ça, je vais en reparler un petit peu plus loin. Et ça, ben, cette segmentation-là va venir nous apporter beaucoup de visibilité dans notre environnement. Donc maintenant, je vais avoir un point où est-ce que je suis capable de voir qu'est-ce qui transige sur mon réseau, qu'est-ce qui passe d'un environnement à l'autre. Et avec cette visibilité-là, ben moi, je vais être capable de venir surveiller ce qui se passe, d'avoir des intrants pour mes solutions de cybersécurité. Et aussi, on va venir être, avec cette visibilité-là, on va être capable de venir appliquer les concepts Zero Trust en architecture. Donc, le Zero Trust, c'est une. Il y a plusieurs termes qui existent, dépendamment du manufacturier ou dépendamment de la personne avec qui on va discuter. Il va avoir une certaine saveur ou une certaine version. Mais la base étant de ne pas croire que tout le monde, personne, donc je ne vais faire confiance à personne. Donc, même si c'est un de mes employés, je vais quand même valider que son poste de travail est correct. Je vais quand même valider son identité avec une authentification forte. Donc, je vais m'assurer que la personne qui est en train de se connecter à mon environnement va avoir le bon contexte et qu'elle va avoir les accès juste au bon moment pour juste ce qu'elle a de besoin. Donc, pas besoin d'ouvrir, exemple, l'entièreté d'un réseau pour une personne qui a besoin de faire juste un ajustement, par exemple, sur un paramètre quelconque d'un système. Et bien, suite à ça, bien, on va être capable de venir aussi utiliser des mécanismes de surveillance. Donc, on peut y aller soit avec des outils spécialisés, les pare-feux internes aussi vont être capables d'avoir des solutions de sécurité. Ce qui est important là-dedans, par contre, c'est de comprendre, dans un environnement outil, on ne veut pas y aller avec quelque chose qui va bloquer. Donc, on ne veut pas bloquer un processus. Donc, c'est important d'y aller avec des solutions qui vont être plus passives. Maintenant, ici, on peut voir à quoi ressemble un environnement. Donc, on peut voir ici, j'ai un environnement TI traditionnel, donc la fameuse couche 4 et 5. J'ai mon environnement des technologies opérationnelles qui va être notre fameuse couche de 0 à 3. Et ici, ce qu'on peut voir au milieu, c'est mon pare-feu de segmentation interne qui va venir être utilisé pour faire ma fameuse DMZ interne ou industrielle. Et à partir de là, c'est là qu'on peut venir mieux sécuriser notre environnement. Donc, premièrement, je vais contrôler qu'est-ce qui passe d'un à l'autre. Ici, on va venir mettre généralement un système de gestion des accès à haut privilège, donc un PAM. Et lui va servir de jumpbox. Donc, en aucun temps, j'ai un employé ou un usager qui va arriver dans mon environnement TI, qui va être dans mon environnement TI, puis qui va pouvoir dire, ben, je m'en vais dans l'environnement OT directement. Donc, ça, on n'aura pas ça. Donc, nous, ce qu'on va venir faire, c'est exemple, si moi, je suis un employé, j'ai besoin d'accéder à l'environnement OT, ou par exemple, si on est une compagnie externe, là, pour parler un peu du problème que Xavier a soulevé tout à l'heure, ben moi, je vais être dans mon environnement TI, ou je vais être à l'externe, exemple, en VPN, et je vais devoir transiger par mon pare-feu de segmentation interne et m'en aller vers la solution de gestion au privilège. Et de là, je vais repartir de cette solution-là et c'est pas. Et ici, à partir d'ici, c'est un proxy. Donc, l'usager n'a pas accès directement à l'environnement. Il va toujours devoir transiger par là. Et de là, on va faire l'équivalent d'une session à distance ou peu importe le mécanisme, mais c'est par là qu'on va venir l'avoir. Et c'est un peu la même chose quand on parle de Zero Trust, où est-ce qu'on peut venir employer peut-être des techniques plus modernes pour mieux sécuriser notre environnement OT. Donc, on a tous entendu parler là, du SASI. Donc, le SASI, bon, on va avoir notre environnement SASI ici. Donc, je pourrais avoir un utilisateur VPN que je vais venir faire
mon assessment Zero Trust pour mon environnement. Et de là, ben, lui, mon SASI va venir me passer au travers de mon pare-feu avec mon usager. Son tunnel va arriver ici, va venir à ma solution PAM. Et de là, moi, je vais être capable de venir dire, OK, c'est vraiment un de mes usagers, il a le droit d'accéder à telle et telle chose. Donc, on voit qu'on est capable de prendre pour de mieux sécuriser notre environnement avec ce type de technologie. Donc, il y a plusieurs autres choses qu'on peut venir utiliser. Quand tout à l'heure, je parlais là, de technologies plus passives, oui, on a les IDS, donc avec des signatures spécialisées qu'on va avoir là, dans notre pare-feu de segmentation interne, mais on a aussi des technologies, exemple de déception, donc un fameux, j'aime pas le terme français, donc avec le bon vieux terme anglais qui est un honeypot, qui va servir ici, exemple par ici, à venir attirer un attaquant. Donc, dès que l'attaquant va arriver, il va faire une reconnaissance sur cet équipement-là ou sur ce système-là, on va avoir une alarme là, qui va être ou une alerte qui va être levée là, assez rapidement. Donc, et sur ce, je prête la parole à mon collègue Julien de chez Fortinet. Merci. Merci Frédéric. Je me présente, Julien Beaumier. Je suis expert prévente cybersécurité chez Fortinet. Je couvre le secteur municipal depuis les 4 dernières années, donc couvrir l'entièreté des municipalités, MRC et municipalités. Je vais présenter maintenant des solutions de cybersécurité pour les TO et DO. On a vu avec Frédéric des architectures cibles et des enjeux. Je vais couvrir certaines solutions que j'ai cru bon expliquer puis montrer des solutions qui permettent de couvrir ces besoins-là. Donc, on commençait par les principaux défis reliés au TO et IDO. On a vu des menaces présentées par Frédéric. Puis, j'ai cru bon de rassembler quelques défis là, que j'ai pu constater lors de mes 4 dernières années là, chez Fortinet. Le premier étant les architectures de réseau plat. Ça n'atteint pas tous les clients. Donc, certains clients ont encore des architectures de réseau plat, mais d'autres ont déjà migré vers d'autres segmentations. Mais pour ceux qui ne sont pas encore migrés, il y a un problème qui est important, c'est que il n'y a pas de séparation souvent entre le réseau TI, donc l'informatique, et le réseau TO. Donc, je vais expliquer comment on peut faire avec la segmentation réseau pour venir corriger ce problème. Le deuxième point, c'est l'exécution de systèmes encore legacy qui exposent des réseaux TO à des attaques, notamment des rançongiciels. Je vais expliquer comment on peut faire du virtual patching et comment on peut protéger justement ces appareils-là dans ces réseaux-là qui sont plus traditionnels. Troisième point, visibilité limitée. On a parlé, Xavier en a parlé, Frédéric en a parlé. C'est très important d'avoir une visibilité complète sur tous les actifs. Quand on parle des actifs TO, on parle des utilisateurs, des applications, des protocoles utilisés notamment. Donc, je vais présenter quelques outils permettant de le faire, d'avoir cette visibilité-là. Puis, en dernier point, je vais présenter, je vais expliquer un problème qui est récurrent là, chez à peu près tous nos clients, c'est qu'il y a des connexions sécurisées, justement. On a parlé Xavier, par exemple, l'exemple de TeamViewer qu'il a vu dans une usine de traitement des eaux. S'il y a des fournisseurs qui viennent se connecter, il faut bien sécuriser ces protocoles-là de connexion. Donc, je vais passer au premier. Donc, première solution, la segmentation au niveau du réseau. Si vous avez déjà un pare-feu Fortinet et des commutateurs réseau Fortinet, il y a la technologie FortiLink qui permet de faire de la segmentation vraiment facilement. Quand on parle de segmentation, c'est qu'on a plusieurs sous-réseaux, mettons l'intranet, puis on veut contrôler les flux de données entre la zone de contrôle, donc où on va dire l'usine, traitement des eaux ou station de pompage. On va vouloir contrôler ça, donc on va segmenter puis capable de contrôler toutes les communications entre ces réseaux-là. Mais si on veut aller plus loin, on peut faire aussi de la micro-segmentation. Donc, on va dire, dans la même usine, des différents équipements ne pourraient pas communiquer entre eux. Pourquoi on veut faire ça? C'est pour réduire la surface d'attaque. On va dire, si la surface d'attaque est plus petite, le risque est diminué. Donc, on peut faire de la micro-segmentation justement avec la technologie FortiLink qui permet justement de bloquer des communications. On parlait du modèle Purview avec Frédéric. Donc, si on regarde pour le niveau 1,
on a des PLC. Un PLC, c'est l'équivalent d'un petit ordinateur industriel qui est un contrôleur programmable. Donc, on va dire qu'on a 2 PLC dans le même sous-réseau, mais on pourrait bloquer justement les communications directes pour venir justement inspecter le trafic au niveau du pare-feu. Comme ça, si des communications, bien, on est capable d'avoir premièrement une visibilité, puis bloquer peut-être certaines actions qui pourraient être faites si quelqu'un prend un contrôle d'un PLC, justement. Donc, pour être capable de avoir cette visibilité-là, justement, au niveau des protocoles, bien, il faut activer des services qu'on appelle FortiGuard, expressément pour les TO et IDO. Ça vous permet d'avoir une visibilité puis de faire de l'inspection, justement, au niveau des signatures qui vont être faites, tous les protocoles réseau. Donc, avec les signatures FortiGuard que j'ai mentionnées dans la diapo précédente, on peut faire du virtual patching, aussi appelé en français correctif virtuel. Un correctif virtuel, c'est l'équivalent de vacciner votre appareil qui est vulnérable dans votre réseau. Donc, on va protéger les vulnérabilités parce que ces systèmes-là, souvent, ils n'ont pas de mise à jour récente de disponible, puis ils peuvent être vulnérables à une attaque. Donc, le FortiGate, lui, va avoir le vaccin comme tel pour protéger justement ces attaques-là qui reflètent. Donc, c'est des signatures qu'on ajoute justement sur le FortiGate. La prochaine solution, c'est le contrôle d'accès réseau. On s'est appelé sous l'acronyme NAC là, en anglais. Si je fais une petite analogie, qu'est-ce qui est le contrôle d'accès réseau? On peut voir le contrôle d'accès réseau comme par exemple, l'aéroport, c'est l'équivalent du réseau. Puis le contrôle d'accès réseau, c'est tous les contrôles que vous avez à l'aéroport. Donc, par exemple, l'inspection, vérifier si vous avez votre passeport, l'inspection des bagages, etc. Donc, on va vouloir faire des contrôles sur le niveau des réseaux, donc au niveau des appareils, l'usager, est-ce que c'est un employé, est-ce que c'est un invité, un fournisseur externe, le rôle exactement de la personne, est-ce que c'est un ingénieur des traitements des eaux ou quelqu'un qui travaille en comptabilité, la ressource qui va accéder, le lieu, puis bien important, la conformité. Donc, si la posture de sécurité est conforme au niveau des règles dans l'organisation. Donc, il y a 4 piliers il y a plusieurs piliers qui ont été mentionnés par Frédéric dans sa présentation. Qu'est-ce qui est intéressant de Fortinax, c'est que ça couvre l'entièreté de tous les piliers de cybersécurité que Frédéric a mentionné. Donc, on va être capable de voir la visibilité avec la gestion de l'inventaire, faire de la micro-segmentation, donc au niveau du réseau, tout ce qui est gouvernance avec la conformité, appliquer le modèle Zero Trust, donc ne pas faire confiance à aucun appareil et toujours valider sa posture de sécurité. Puis en dernier lieu, faire la surveillance réponse automatisée. Donc, c'est une solution qui est vraiment complète, là, qui va être capable de couvrir l'entièreté des points de vue de cybersécurité au niveau des TO. La prochaine solution, c'est la déception. Frédéric l'a mentionné, donc il a parlé de honeypot là, en anglais, le terme. Donc, pour expliquer rapidement qu'est-ce qui est la déception, c'est qu'on utilise, donc si on regarde à gauche, la défense traditionnelle, c'est que, par exemple, 2 caméras qui à l'opposé vont avoir un angle mort. Avec la déception, on est capable de mettre des leurres, donc des pièges dans le réseau. Donc, un attaquant qui voudrait essayer de s'introduire dans le réseau va, au lieu d'attaquer vos actifs, vos vrais actifs, va attaquer des leurres ou des copies ou des faux équipements qui peuvent être pour les technologies opérationnelles. Puis, on va être capable de détecter justement comment le pirate, puis bloquer justement le pirate avant qu'il puisse atteindre vos actifs réels. Donc, c'est le concept de Forti Deceptor, donc avec l'utilisation de leurres dans le réseau. Puis la dernière solution que je vais présenter, c'est quelque chose qui est intéressant pour protéger tous les accès à distance pour les fournisseurs externes. Il a mentionné, Xavier, il a pu voir un accès TeamViewer justement dans une usine. J'ai aussi constaté à plusieurs reprises là, des accès non autorisés mis en place par les consultants ou des contracteurs externes. Une solution de gestion des accès à privilèges vient justement régler ces problèmes-là. Donc, on va être capable avec une solution de PAM, comme FortiPAM, de contrôler l'accès à distance. Donc, on va pouvoir voir qui s'est connecté, s'assurer qu'on applique les bonnes politiques pour accéder au réseau. Puis, on va pouvoir aussi faire toute la gestion des mots de passe, donc rotation des mots de passe si le mot de passe a été accédé, s'il a besoin d'être remplacé, si l'employé ou le fournisseur externe change, puis un code de mot de passe.
On va également pouvoir surveiller toutes les sessions. Donc, quand on parle de surveiller, c'est enregistrer la session, voir en temps réel aussi qu'est-ce que la personne fait comme action au niveau des équipements industriels dans votre usine, par exemple, de traitement des eaux. Puis après ça, aussi, tous les accès de distance sécurisés. Donc, on va avoir aussi des protocoles comme SCADA, justement, qu'on va pouvoir sécuriser au travers d'une solution de PAM. Donc, ça complète la section pour toutes les solutions de Fortinet. On va maintenant passer au panel. Alors, merci Julien pour ton intervention. Je m'appelle Patrick Carbonneau, j'aurai le privilège d'animer ce panel. Alors, tout de suite, sans plus tarder, je réinvite certains des intervenants de ce webinaire à participer à ce panel. Je vais tout d'abord recommencer avec Xavier de KPMG. Écoute, Xavier, on connaît KPMG, l'entreprise de solutions et de services conseils, mais on connaît aussi KPMG qui intervient régulièrement lors de réponses aux incidents, un peu comme le Calinet de la cybersécurité. Écoute, quand on intervient sur des incidents comme ça, il faut faire preuve de doigté, il faut ramasser des preuves, il y a des intervenants, des assurances, ces choses-là. Donc, c'est très délicat. De quelle façon doivent être traitées là, ces informations-là de votre part? Absolument, Patrick. Je pense que tu l'as bien dit. Il faut être extrêmement délicat. Ce que je dis souvent aux gens, là, c'est qu'il faut voir faut voir dans le fond l'incident comme une scène de crime. Ok, donc tout ce qu'on va toucher, tout ce qu'on va manipuler après les faits, ça peut venir altérer la vision ou la compréhension de l'incident qu'on va avoir. Donc, éviter là à tout prix là d'effacer, de reformater un ordinateur, de reformater un téléphone. Idéalement, si on peut laisser les serveurs ouverts, on les laisse ouverts. Le meilleur moyen de contenir un attaquant qui se trouve dans un autre pays, c'est de tout simplement fermer les flux réseau. Donc, en coupant Internet, généralement, là, c'est une bonne façon de limiter les dégâts puis d'empêcher un attaquant là, de revenir là, dans un environnement qui va être compromis. Donc, conserver les preuves, c'est ce que j'ai à vous dire là, de plus important. Excellent. Puis tu parles d'intervenir à certains niveaux. Si tu avais une recommandation à donner à nos participants aujourd'hui en rapport avec la protection des infrastructures opérationnelles, ça serait quoi la meilleure des recommandations au niveau de l'architecture? Exactement. Donc, au niveau de l'architecture, c'est sûr que tout ce qu'on appelle segmentation réseau va venir jouer un rôle là, qui va être extrêmement important dans la protection de vos équipements, notamment au niveau des infrastructures là, OT. Faut voir un peu là la sécurité comme un oignon. Donc, chaque couche qu'on va rajouter va devenir une barrière pour un attaquant qui va devoir soit enjamber, contourner. Puis c'est souvent de cette façon-là qu'il va devoir faire du bruit, puis ça va générer des alertes. Donc, une segmentation, s'assurer qu'on crée des vrais DMZ, s'assurer qu'on utilise aussi des accès plus privilégiés pour ces DMZ-là, faire en sorte que ça va devenir là, extrêmement étanche. Donc, segmentation réseau, je pense que c'est le mot à retenir. Oui, puis ce sont des choses qui, dans le fond, peuvent être faites sans nécessairement investir. C'est plus de la configuration ou de la stratégie en rapport avec des équipements déjà existants. Je me tourne maintenant vers Fortinet, mon collègue Julien. Écoute, on sait que les villes n'ont pas, c'est pas un secret pour personne, n'ont pas de budget illimité en termes de ressources. Selon toi, là, par où devrait commencer un responsable de la cybersécurité au niveau des technologies opérationnelles? Oui. Donc, la première étape, vraiment, c'est consiste à vérifier qu'est-ce qui est des éléments critiques au niveau des technologies opérationnelles idéaux dans le réseau. Donc, savoir un inventaire de tous ces actifs-là qui sont essentiels, puis évaluer aussi les risques, puis aussi les impacts possibles suite à un incident, par exemple. Deuxième chose, oui, exact. Avoir un inventaire, effectivement, des actifs. Donc, on a parlé avec la visibilité et tout ça, avoir des outils pour, effectivement, bâtir l'inventaire. Deuxième chose aussi à évaluer, c'est les mesures qu'on peut prendre au niveau qui ont un grand impact, mais à faible coût. On peut penser à la segmentation, on l'a répété plusieurs fois dans la présentation, segmentation réseau, c'est important, mais aussi le contrôle des accès à distance. Donc, tous les accès à distance des fournisseurs externes, par exemple.
puis revenir à des choses simples comme éliminer les mots de passe par défaut va beaucoup améliorer de réduire la surface d'attaque au niveau des attaques. Puis en dernier point, ben, j'ajouterais la visibilité et la surveillance. Donc, avoir des outils qui permettent d'avoir s'il y a des comportements anormaux sur le réseau, puis tout de suite être capable de les détecter. Donc, la clé de tout ça, c'est de bâtir une architecture avec des petits morceaux, puis après ça, bâtir de plus en plus, ajouter des couches de sécurité, comme mentionnait mon collègue là. Excellent. Puis, écoute, tu parles de surface d'attaque. Nous, chez Fortinet, on est chanceux de par notre présence dans le marché avec plus de 72% des pare-feux, puis en même temps avec une présence globale à travers le monde, d'avoir accès à des informations très, très importantes par rapport aux vecteurs de menaces, aux tendances, aux types d'attaques. Selon toi, là, à la lumière de ce qu'on a vu dernièrement dans le marché sur des incidents qui se sont produits dans des municipalités ou dans des organisations qui ont des technologies opérationnelles, ce serait quoi les leçons qu'on peut apprendre qui sont les plus importantes? Donc, des leçons qu'on a pu apprendre, là, donc c'est sûr que les attaques qui visent des municipalités ou des infrastructures critiques sont plus théoriques, mais vraiment, ça rentre en pratique. Donc, tout le monde est ciblé dans ces attaques-là. Qu'est-ce qu'il faut voir? C'est comment ils ont pu attaquer, on va dire une MRC ou une municipalité. C'est souvent par les faiblesses du réseau. Donc, on peut penser aux accès qui sont mal sécurisés, les accès à distance, bien entendu, absence de segmentation, mot de passe par défaut. Donc, je répète des choses vraiment simples, mais si on a une bonne hygiène de sécurité, ben c'est sûr que ça va réduire grandement les risques. Puis, autre point aussi, c'est être bien préparé. Donc, si vous êtes mieux préparé à l'incident, puis toutes les équipes ont déjà un plan pour rétablir, on va dire, l'infrastructure, ben c'est sûr que ça va être beaucoup plus rapide suite à la réponse, puis l'impact va être plus minime, là. Donc, il y a une certaine responsabilisation à avoir avant qu'un incident puisse se produire, prendre dans le fond les bonnes mesures. C'est même je dirais une responsabilité imputable. En parlant d'imputabilité, je vais maintenant me tourner vers Sylvain, notre spécialiste chez WSP. Écoute, on sait que bon, il y a beaucoup de réglementations qui sont entrées en vigueur au cours des dernières années liées à la cybersécurité pour responsabilité des organisations. Une d'entre elles est le projet de loi C8. Pourrais-tu nous donner des détails en rapport avec les impacts que ça pourrait avoir sur le marché canadien? Oui, merci Patrick. Comme Julien le disait, tu sais, la cybersécurité, c'est beaucoup une question d'hygiène, hein. Il y a des gestes relativement simples, mais à gros impact. Cette loi-là, donc le projet de loi C8, là, qui est à l'étude en ce moment au Parlement du Canada, fait comme beaucoup de ces législations-là dans d'autres domaines. En fait, il te force à avoir un programme de cybersécurité, puis il te force à se rapporter les événements pour qu'on puisse apprendre, puis qu'on puisse protéger d'autres. Et puis, fait que finalement, tu sais, ça va toucher l'ensemble des infrastructures critiques, donc beaucoup les trucs ITO, les dispositifs, les infrastructures qui utilisent des technologies opérationnelles. Mais à la fin, le projet, il fait juste s'assurer que tu vas mettre en place une hygiène minimale et que tu vas faire un minimum de choses. Il prescrit pas, évidemment, tu vas mettre des pare-feux, comment tu vas gérer tes accès, mais il dit juste que tu dois t'en préoccuper, tu dois élaborer un programme, puis dans le programme, ben, il va y avoir des éléments comme Xavier et Julien ont mentionné, une hygiène, puis il va y avoir une préparation à la réponse. Donc, c'est une espèce d'éveil ou de ligne directrice il va être obligatoire, évidemment, avec des sanctions si tu respectes pas ce qui est dans le projet de loi, mais à la fin, il va un peu te forcer à avoir une hygiène minimale et à la respecter. Donc, ça permet de mettre en place un certain cadre minimal, là, puis de le respecter, puis d'être imputable aussi si jamais c'est pas bien fait. Exact. Et quand je regarde là, tout l'ensemble d'informations qui a été partagées aujourd'hui à nos participants, une des questions qui me brûle d'envie, puis en même temps j'ai la réponse, mais je veux l'entendre de ta voix. C'est un beau partenariat entre WSP, Fortinet, KPMG. C'est quoi les valeurs selon toi que ça apporte aux municipalités ou aux MRC aujourd'hui d'avoir un partenariat comme ça disponible à eux?
Ouais, tu sais, en effet, tu le dis, c'est une belle complémentarité. En fait, ça permet de couvrir le spectre, tu sais, de la conception jusqu'à l'exploitation on espère que non, mais et les incidents. Donc, tu sais, à partir de l'ingénierie chez WSP, puis à partir des projets qu'on peut faire, on peut intégrer dès la conception la cybersécurité dans ce qu'on est en train de faire avec vous. Après, tu sais, KPMG peut vous aider à gérer votre cybersécurité là, avec des services opérationnels, des centres d'opération 24/7, du partage de connaissances. Puis chez Fortinet, ben, ils peuvent vous fournir les équipements que l'architecture va requérir pour vos infrastructures, vous fournir aussi de l'intelligence. Et tu parlais de 72%, si j'ai bien compris, là, du marché des pare-feux. Donc, vous avez beaucoup d'informations et c'est très utile de savoir ce que les autres sont en train de vivre. C'est plus facile de se prévenir de se prémunir si on sait ce qui s'en vient. Alors, c'est une belle complémentarité qui te permet d'un bout à l'autre, là, de la conception jusqu'aux opérations, là, de mettre en place une infrastructure de cybersécurité au niveau que tu le souhaites, dépendant de la criticité de tes actifs. Mais ça te permet de couvrir l'ensemble du spectre, puis ça t'apporte un beau complément quand tu es exploitant et concepteur là, d'infrastructures critiques. Écoute, je suis entièrement d'accord avec ce que tu présentes parce que, bon, on dit souvent à la veille du Super Bowl, on dit souvent que c'est la défensive qui fait la différence. Je pense qu'avec un trio comme ça, il y a une possibilité justement d'être proactif, de mettre les bonnes mesures en place et d'avoir les bons équipements pour pouvoir y répondre. Et surtout l'intelligence d'affaires de partenaires qui sont renommés à travers le marché. Alors, merci à vous, messieurs, de ce partage. Je vous invite, les participants, à continuer à faire vivre cette conversation-là à travers notre période de questions et réponses. Il nous fera plaisir de vous répondre et de partager, dans le fond, ces informations-là à tous les participants par la suite. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée.